Séquencer le génome d'un animal, c'est d'abord vouloir répondre à des questions sur cette espèce, notamment sur ses particularités pour pouvoir en tirer profit. Dans le cas du génome de l'axolotl, par exemple, le but était de comprendre les capacités de l'animal à régénérer un de ses membres. Mais dans le cas du koala, il n'y a pas vraiment de super pouvoir visible, par éventuellement dormir 22 heures par jour. Mais bon. Pourtant, cette jolie frimousse, il y a un ADN qui a beaucoup de choses à nous dire. Un génome entier à explorer. Et c'est ce qu'on va faire ici. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de s'intéresser spécifiquement au génome du koala, on va revenir 2 minutes sur ce que c'est qu'un génome. La base d'un génome, c'est l'ordre, la séquence, dans laquelle sont ordonnées 4 molécules, les nucléotides, qu'on représente sous forme de lettres. L'ordre des nucléotides est aussi important que l'ordre des lettres et de la ponctuation dans une phrase. Certaines séquences marquent le début d'un gène, d'autres la fin, et entre les deux, les nucléotides portent toute l'information génétique. C'est elle qui servira à définir notamment la forme d'une protéine, la séquence d'une protéine, et donc sa forme, puis sa fonction. Mais obtenir la séquence d'un génome est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En effet, les machines qui lisent l'ADN, les séquenceurs, sont incapables de lire des fragments d'ADN trop longs. Ces fragments, lus, qu'on appelle les reads, sont donc de taille limitée. Alors avec technologie actuelle, comme celle utilisée ici, on arrive à générer des fragments assez longs, de l'ordre de plusieurs milliers de nucléotides. Ce qui va par la suite faciliter l'assemblage, mais qui pose un problème majeur. Il y a trop d'erreurs de lecture. Un second séquençage va être ensuite réalisé avec des fragments beaucoup plus courts, mais beaucoup plus précis, qui serviront ensuite à corriger les petites erreurs sur le séquençage des longs morceaux. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec un véritable puzzle. Sauf que dans un puzzle, on peut utiliser la complémentarité de forme ou les couleurs pour assembler 2 pièces. Dans le cas de l'ADN, rien de tout ça. Du coup, la solution trouvée par les scientifiques est simple. Reséquencer un grand nombre de fois, avec des découpages différents. De cette manière, comme le hasard fait bien les choses, on finit par obtenir des fragments qui se recouvrent partiellement. Et c'est ainsi, en se basant sur ces recouvrements, qu'on va pouvoir réassembler entre eux les différents fragments. Ces algorithmes vont reconstruire le génome en se servant des parties communes des reads. En se basant sur ces morceaux communs, l'algorithme va relier ensemble chaque paire de reads qui ont une partie commune. Sauf qu'un read peut appartenir à plus de 2 paires, parce que la partie commune n'est pas assez spécifique, notamment à cause des répétitions qui parsèment notre génome. Ensuite, l'algorithme va parcourir le graphe et déterminer quel est le meilleur chemin, c'est-à-dire le chemin qui passe par tous les reads une seule fois. Je ferai un jour une vidéo spécifique sur les questions de séquençage et d'assemblage, parce que je rentre pas dans tous les détails ici, et que perso je trouve ça juste assez passionnant. Le génome du koala ainsi obtenu fait 3,42 gigabases, soit 3 420 millions de bases environ, le tout réparti sur 16 chromosomes. L'ADN utilisé provient de 3 koalas qui ont été euthanasiés parce qu'ils étaient trop malades ou trop grièvement blessés suite à des accidents de voiture. On n'a pas tué les animaux exprès pour ça, que ça soit bien clair, hein, voilà. Donc, trouver l'ARN d'un gène dans un tissu montre qu'il a été exprimé, et donc qu'il est utile dans cette condition ou dans cet organe. La moitié des koalas souffraient d'une infection au chlamydia, et l'autre moitié non, ce qui a permis de comparer les gènes exprimés, et donc de comprendre quels étaient les gènes impliqués dans la réaction immunitaire à cette maladie. Un dernier détail, quand on parle de l'évolution du séquençage, on parle souvent d'évolution des techniques de séquençage, de l'évolution des algorithmes, mais il y a une autre d'évolution, le cloud computing. En effet, pour l'assemblage du génome du koala, plutôt que de construire ou d'acheter un supercalculateur juste pour cette mission, les scientifiques ont simplement loué des heures de calcul sur des serveurs appartenant à des grandes entreprises informatiques. Le premier point mystérieux chez le koala, c'est son alimentation. En effet, le koala ne mange quasiment que de l'eucalyptus, une plante peu calorifique et surtout qui contient énormément de toxines, notamment des terpènes.
N'importe quel autre mammifère qui aurait ce régime alimentaire-là mourrait. Donc, comment le koala parvient-il à survivre en mangeant autant d'eucalyptus? Principalement grâce à une famille de gènes, les cytochromes P450. Ces gènes produisent des protéines qui sont capables d'oxyder les molécules étrangères, ce qui, chez les animaux, permet au foie de les excréter et donc de les évacuer du corps. Ces gènes sont présents partout dans le vivant. Animaux, plantes, bactéries, archées et même chez certains virus. Parmi ces cytochromes P450C, une famille de gènes a retenu l'attention des scientifiques, la famille dite CYP2C. Cette famille a en effet subi un phénomène dit de duplication-spécialisation. D'abord, le gène subit des duplications. Ensuite, chaque copie va subir des mutations indépendamment des autres copies, ce qui entraîne des changements dans la fonction de la protéine qu'elle code. La duplication a conduit à la production plus importante de protéines, tandis que la spécialisation a permis à chaque copie de se spécialiser dans l'oxydation d'un type précis de molécules, tout en gardant ses fonctions de base. C'est un peu comme un groupe de véhicules blindés. Chacun a des fonctions spécialisées qui viennent s'ajouter aux fonctions de base partagées par tous les véhicules. Et plusieurs spécialités portées par des véhicules différents se combinent les unes avec les autres. Un tel outillage antitoxique est probablement apparu grâce à la pression de sélection exercée par la toxicité de la nourriture. L'hypothèse est la suivante. Les koalas disposant d'un plus grand nombre de molécules étaient ceux qui digéraient le mieux l'eucalyptus, pouvant manger plus sans s'intoxiquer et en extraire plus de nutriments. Et ces koalas mieux équipés génétiquement avaient donc de meilleures chances de survivre et de se reproduire transmettant à leur descendance leurs gènes qui les avaient favorisés. Mais cette forte ligne de défense peut aussi se retourner contre le koala. En effet, cette forte quantité d'enzymes va aussi oxyder les antibiotiques fournis par les services de la faune aux koalas qui sont malades. Cependant, le meilleur moyen de gérer les toxines, c'est de ne pas en manger, ou tout du moins d'éviter les feuilles qui contiennent le plus de toxines. Et ça tombe bien parce que le koala est un folivore spécialiste, qui va renifler les feuilles avant de les manger, pour écarter les feuilles qui contiennent le plus de toxines. Et là aussi, les chercheurs ont observé un phénomène de duplication-spécialisation de certains gènes liés à l'odorat, la famille de gènes dite V1R. Ces gènes codent des récepteurs olfactifs capables de détecter des molécules organiques non volatiles, et qui vont donc permettre au koala de sentir les toxines présentes dans les feuilles. C'est beaucoup plus surprenant parce que si le koala possède beaucoup plus de gènes V1R que d'autres mammifères australiens, en revanche, le koala possède beaucoup moins de gènes liés à l'olfaction en général que d'autres mammifères australiens. Ici, la pression de sélection qui s'est exercée en fonction des conditions environnementales a eu des effets très différents. Chez le koala, une forte pression de sélection s'est exercée sur sa famille de gènes V1R. Cette famille de gènes qui permet au koala d'identifier les plantes contenant le moins de toxines. Parce que un koala qui n'aurait plus ces gènes ne pourrait plus choisir les plantes les moins toxiques et aurait donc plus de chances de mourir et moins de chances de transmettre ces gènes à la descendance. Là encore, pression de sélection et évolution. À l'opposé, chez le koala, le reste des gènes liés à l'olfaction ne semble pas soumis à une telle pression de sélection, puisque le nombre de gènes présents est moins important chez le koala que chez d'autres mammifères australiens. Cela peut s'expliquer par la quasi-absence de prédation du koala et par son régime alimentaire composé uniquement d'eucalyptus. En effet, à part l'odorat lui servant à détecter les molécules toxiques dans les plantes, le reste de son odorat ne lui est pas ou peu utile. D'où cette pression de sélection plus faible sur les gènes de l'odorat non liés à la détection de toxines. En effet, ces gènes peuvent muter et être inactivés sans entamer les chances de survie du koala, et donc ses chances de transmettre ces gènes à la descendance. En résumé, l'odorat du koala tend à se spécialiser dans la détection des molécules toxiques présentes dans l'eucalyptus. Tout comme l'odorat, le goût du koala s'est lui aussi affiné par un ensemble de duplication-spécialisation de gènes, notamment l'aquaporine 5 et la famille de gènes TASR2, ce qui permet de détecter au goût l'amertume des toxines, mais aussi des moisissures présentes dans la nourriture et dans l'eau. Ce qui rend ces observations particulièrement intéressantes, c'est parce qu'on relie des observations faites au niveau du génome et des observations faites au niveau du comportement de l'animal. On relie donc l'échelle microscopique avec l'échelle macroscopique.
Parmi les menaces qui pèsent sur le koala, il y a 2 maladies. La première, c'est la chlamydia. Dans le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, 40% des koalas récupérés par les services vétérinaires sont atteints de cette maladie à un stade grave. Le principal symptôme étant une nécrose du tissu oculaire. Voilà. Les chercheurs se sont intéressés à la réaction immunitaire du koala face à cette maladie, en comparant les gènes exprimés chez des koalas non malades avec les gènes exprimés chez des koalas malades. Et ils se sont aperçus que dans cette réaction immunitaire, il y avait un certain nombre de molécules déclenchant des réactions inflammatoires. Ce qui permet effectivement de se débarrasser plus facilement de l'infection en faisant augmenter la température, mais qui pourrait, selon leur hypothèse, conduire à la nécrose du tissu oculaire observée chez les koalas. Cette meilleure compréhension du système immunitaire des koalas permet, selon les chercheurs, d'envisager des vaccins contre le chlamydia chez le koala. Quant à la seconde maladie qui infecte les koalas, c'est un rétrovirus, le corv. Alors, les rétrovirus sont des virus dont le génome est stocké sous forme d'un ARN. Certains de ces virus induisent des cancers ou des leucémies. Et le plus connu d'entre eux, le VIH, induit le sida. Quand les virus infectent la cellule, l'ARN est rétrotranscrit sous forme d'un ADN qui va ensuite s'insérer dans l'ADN de la cellule. La cellule va alors transcrire cet ADN issu du virus comme si c'était le sien. Le virus, de cette manière, détourne l'énergie et les composants de la cellule à son profit pour produire de nouveaux virus. Dans le cas du koala, les chercheurs ont donc voulu identifier les sites d'insertion du virus pour voir où est-ce qu'il insère son matériel génétique, sans découvrir grand-chose. Le virus ne semble pas s'insérer dans les parties codantes d'un gène. Il s'insère soit dans des parties non codantes du gène, soit en dehors des gènes. Comme ce n'est pas l'insertion de l'ADN viral dans un gène qui provoque la maladie, les chercheurs supposent que c'est la transcription de cet ADN qui va perturber la transcription du reste de la cellule et qui va donc rendre le koala malade. Toutefois, les chercheurs n'envisagent pas, en tout cas pas pour l'instant, de traitement à cette maladie. Les maladies ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur le koala. En effet, les populations sont fragmentées territorialement et donc génétiquement. Pour les populations du Nord, il y a 3 barrières qui les séparent les unes des autres. Brisbane Valley, donc une grande zone urbaine, Clarence River, une très très large rivière, et Hunter Valley, une zone viticole où les forêts d'eucalyptus ont été remplacées par des vignes. Quant aux populations du sud de l'Australie, déjà séparées de celles du nord, elles ont une faible diversité génétique, ce qui a des effets sur leur santé, notamment des anomalies génétiques qui influent sur le développement des testicules et qui donc affectent la fertilité des koalas. Ces études offrent des pistes pour augmenter la diversité génétique, notamment en montrant où construire et maintenir des corridors écologiques permettant aux koalas de franchir les barrières écologiques et de passer d'une zone de population à une autre. Et montre aussi où relâcher des animaux récupérés par les services de la faune une fois que les animaux ont été soignés. De plus, elle montre que le fait d'introduire des petites populations de koalas dans les zones où ils sont absents n'est pas une bonne idée à cause de la faible diversité génétique induite. Sans compter les conséquences parfois néfastes, comme ça a été le cas lors de l'introduction du koala sur l'île Kangourou, où ceux-ci ont failli décimer une plante locale endémique. Et les koalas sont aussi menacés par les attaques de chiens, mais aussi par les voitures et les camions qui les renversent. On dit souvent que, en science, chaque fois qu'on apporte une réponse, d'autres questions viennent. C'est partiellement vrai dans le cas du koala. Si certaines questions ont été résolues, partiellement résolues, d'autres restent en suspens, notamment sur la capacité du bébé koala qui vient de naître à survivre dans la poche de sa mère alors qu'il a un système immunitaire totalement immature. Mais pour répondre à la question de comment empêcher la disparition du koala, les scientifiques ne peuvent apporter que des propositions. La réponse viendra de nos choix, tant au niveau individuel qu'au niveau politique. Par exemple, comment gérer la pression démographique et l'extension des villes sans réduire et morceler l'habitat des koalas. Ou comment conjuguer le développement économique de la filière viticole australienne et le maintien et le développement de corridors pour permettre à des koalas de passer d'une zone à l'autre. Certains États australiens intègrent dès aujourd'hui les propositions des scientifiques dans leur réglementation. Mais jusqu'où iront ces protections face aux enjeux économiques ? Les réponses peuvent paraître faciles quand on juge la situation depuis l'autre bout de la planète. Mais la question se pose aussi chez nous, en France, notamment avec l'érosion de la biodiversité dans nos campagnes.
La disparition de ces espèces est provoquée par de très nombreuses causes humaines, notamment la pollution lumineuse. Protéger les espèces est avant tout une affaire de choix. Des choix collectifs et surtout des choix difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme toujours, je vous remercie toujours. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas donc le petit pouce bleu, les petits commentaires aussi, moi j'apprécie toujours de recevoir un commentaire gentil, voilà. N'hésitez pas à discuter, débattre, ça peut être aussi un lieu. J'aimerais remercier les personnes qui m'ont relu, effectivement. Donc, Pierre, tu te reconnaîtras. La Blouse, Macroscopie et Plantoscope, merci pour vos relectures, vos conseils et vos corrections. Sans ces personnes-là, cette vidéo aurait pas été forcément si complète et surtout aurait été beaucoup plus dense, beaucoup plus indigeste. Et voilà, donc n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est très important. Donc voilà. N'hésitez pas à suivre effectivement l'actualité de la chaîne, donc sur la page Facebook et sur le compte Twitter notamment. Voilà, donc vous avez tous les liens dans la description. Je vais essayer de faire d'accompagner cette vidéo une petite vidéo spéciale qui making of un peu, où je raconte de A à Z de comment je fais et comment j'ai fait cette vidéo. L'idée, le principe, comment je l'ai écrite, etc. Comment ça se passe, voilà. Donc surveillez l'activité de la chaîne, donc voilà. Partagez la vidéo, likez, commentez. Merci à vous et à la prochaine. Salut!